C'est avec M. Thomas Campo, directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'Intérieur, accompagné de Mme Pascale Léglise, directrice adjointe chef du service du Conseil juridique et du contentieux, que nous débutons les auditions de la journée. Ce matin, nous allons profiter de votre expertise pour tenter de mieux cerner les réponses légales adéquates face au groupuscule de l'ultra-droite. Il va s'agir en particulier de s'interroger sur l'arsenal législatif et réglementaire actuel, son actualité et sa pertinence. Je rappelle que le périmètre de cette commission d'enquête, conformément aux dispositions de la proposition de résolution du 8 novembre 2018, est exclusivement délimité de la manière suivante: faire un état des lieux sur l'ampleur du caractère délictuel et criminel des pratiques des groupuscules d'extrême droite, ainsi qu'émettre des propositions, notamment relatives à la création d'outils visant à lutter plus efficacement contre les menaces perpétrées à l'encontre de nos institutions et de leurs agents, ainsi qu'à l'égard des citoyennes et des citoyens. Afin de démarrer, je vous soumets plusieurs questions liminaires auxquelles vous aurez la possibilité de répondre dans un exposé d'une quinzaine de minutes, si ça vous convient. Ma première question concerne le suivi des groupes d'ultra-droite. Votre direction effectue-t-elle un suivi des activités criminelles et délictuelles des groupuscules et de leurs membres? Le cas échéant, observez-vous une évolution de ces phénomènes au cours de ces dernières années? Et si oui, que constatez-vous? Une deuxième question a trait à la qualification de leurs agissements. Comment peut-on qualifier juridiquement les actions de ces groupuscules visant à se substituer aux missions régaliennes de l'État, comme par exemple l'affaire du col de l'Échelle? Quelles sont les qualifications retenues pour les personnes mises en cause dans cette affaire? Enfin, mes dernières questions concernent la réponse légale de l'État. À quelle fréquence et sur quel fondement les autorités préfectorales ou municipales sont-elles amenées à prendre des arrêtés visant à interdire la tenue de manifestations organisées par des groupuscules d'extrême droite ou auxquels ces derniers seraient susceptibles de participer? Concernant plus précisément les dissolutions administratives, qui ont encore été évoquées hier par le Président, quels sont les différents motifs utilisés? Pensez-vous qu'une évolution de la liste prévue à l'article L212-1 du Code de la sécurité intérieure soit utile? Et si oui, dans quel sens? Enfin, vis-à-vis des discours de provocation ou d'incitation à la haine raciale et à la violence, à la discrimination, la loi de 1881 sur la presse et plus généralement le droit applicable en la matière de délits de presse et de délits commis par voie de presse sont-ils encore adaptés? Et s'ils ne le sont pas, que préconisez-vous? Je vous remercie et je vous laisse la parole. J'en viens peut-être, si vous le permettez, Madame la Présidente, au régime des dissolutions administratives et donc aux différents motifs qui peuvent fonder la dissolution d'une association donc, qui possède la personnalité morale ou de groupements de faits. La différence étant bien évidemment que ces groupements de faits, eux, ne possèdent pas la personnalité morale, n'ont pas été déclarés en préfecture et n'ont pas fait l'objet de la mesure de publicité que la loi de 1901 sur la liberté d'association exige pour que naisse la personne morale associative. Ces groupements de faits se constatent par définition. Cela suppose d'avoir un groupe d'individus, des objectifs communs, des actions communes, souvent des slogans, des signes qui nous permettent, mais sous le contrôle du juge administratif, d'établir l'existence, au-delà du regroupement de personnes physiques, d'un groupement de faits qui a toutes les apparences d'une association sans avoir été déclaré et donc sans posséder la personnalité morale. Mais dès 1936, puisque cet article L212-1 du Code de la sécurité intérieure est issu de la loi du 10 janvier 1936 relatif aux groupes de combat et aux milices privées, dès 1936, le législateur a souhaité ne pas être limité par le fait que des individus, justement, auraient évité de créer une association pour ne pas encourir la dissolution administrative. Donc on peut dissoudre à la fois des associations. Là, on n'a pas à faire la démonstration de son existence, puisqu'elle est officielle, elle est publique par la publication au JO du récépissé de déclaration de l'association. En revanche, pour un groupement de faits, la première étape va être de démontrer l'existence d'un groupement de faits à côté de la juxtaposition des personnes. Donc cet article L212-1 du Code de la sécurité intérieure, je le disais, est issu, en tout cas pour ces trois premiers motifs, de la loi du 10 janvier 1936, contexte bien connu dans l'histoire de la France, de crise politique, économique, sociale, ayant donné lieu à la multiplication de ligues qui visaient très directement à remettre en cause la forme républicaine du régime, à bousculer, voire à renverser les institutions,
et qui se traduisait par des mouvements, parfois armés, dans la rue, ce qui explique des formulations qui sont encore aujourd'hui celles de l'article L212-1, donc après sa codification, lors de la création du Code de la sécurité intérieure en 2012. Après l'affaire Stavisky, la journée du 6 février 1934, et justement la tentative de ligue factieuse de prendre le contrôle de cette institution, en tout cas d'investir le Palais Bourbon pour empêcher l'investiture du gouvernement Daladier, le législateur mettant quand même un peu de temps à légiférer parce que portant atteinte, il en avait évidemment conscience à l'époque, à cette liberté d'association qui avait été proclamée par la loi de 1901, a mis en place ce régime qui, pour ces trois premiers items aujourd'hui de l'article L212-1, correspondent à peu près exactement à la formulation de la loi du 10 janvier 1936. Le premier motif, c'est la provocation à des manifestations armées dans la rue. Provocation à des manifestations armées dans la rue. Je reviendrai sur cet élément parce que nous l'utilisons toujours, mais avec une difficulté qui tient à ces termes mêmes, qui sont quand même très imprégnés du contexte historique dans lequel ces dispositions ont été votées, sans avoir été modifiées du tout depuis. La deuxième catégorie, c'est les associations ou groupements de fait qui présentent par leur forme et leur organisation militaire le caractère de groupes de combat ou de milices privées. Ce sont également les termes de la loi du 10 janvier 1936 lors de la codification de cette disposition en 2012. On a juste enlevé une incise qui excluait de cela, en gros, les groupes, les associations d'éducation de la jeunesse qui existaient à l'époque et qui étaient agréées, qui n'existent plus aujourd'hui. Donc ça a été toiletté. Mais pour le reste, la formulation que vous trouvez aujourd'hui est issue également totalement de la loi du 10 janvier 1936. Et le troisième élément, c'est les associations de groupements qui ont pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou d'attenter par la force à la forme républicaine du gouvernement. Là aussi, on voit que cette formulation est historiquement datée, même s'il en a été fait un usage plus étalé dans le temps, pas seulement dans les années 30, mais également après la Seconde Guerre mondiale, notamment s'agissant de l'atteinte à l'intégrité du territoire national à l'encontre d'associations de groupements à visée indépendantiste et qui visaient à détacher du territoire national certains de ces éléments, qu'il s'agisse d'ailleurs à l'époque du territoire métropolitain ou de territoires dits de l'Empire, dans une période évidemment marquée par la décolonisation. Et on voit bien que les décisions de dissolution prises dans ces années-là reflètent complètement les soubresauts de la décolonisation, en commençant par Madagascar, en finissant par l'Algérie. On retrouve tous les mouvements historiques de décolonisation qui ont fait l'objet de mesures de dissolution sur ce fondement-là. Voilà pour les trois premières catégories. La quatrième est beaucoup plus datée historiquement, puisqu'elle a été rajoutée en 1944 à la Libération par une ordonnance, et c'est les associations ou groupements dont l'activité tente à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine. Donc là, ce qui était visé, c'est bien évidemment des groupements vichistes qui n'avaient pas tous été dissous ou qui s'étaient reconstitués après, visant à faire un chèque au rétablissement de la légalité républicaine. Et en 1951, le législateur a rajouté ceux qui ont pour but soit de rassembler des individus ayant fait l'objet de condamnation du chef de collaboration avec l'ennemi, donc ça pour le coup c'est totalement obsolète, soit d'exalter cette collaboration. Et là pour le coup l'exaltation de la collaboration avec l'ennemi peut conserver un caractère contemporain et peut continuer de servir de fondement, même si c'est rare, à des dissolutions, mais on s'en est servi dans les années récentes. Donc on voit bien les mouvements 36, 41, 51. J'avance un peu dans le temps. Nous arrivons en 72, la grande loi du 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme, qui rajoute un sixième item selon une formulation qui est la formulation qui permet, que l'on retrouve dans différents textes, qu'il s'agisse de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, sur laquelle vous m'interrogez également et je reviendrai, qu'il s'agisse du code pénal à titre de circonstances aggravantes générales. Ce sont la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée, soit propage des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence.
C'est ce qui est un fondement qui permet de dissoudre une association ou un groupement, mais on retrouve la même formulation dans l'incrimination pénale de la provocation à cette même discrimination, haine ou violence à raison des mêmes motifs dans la loi de 1881. On le retrouve également pour l'injure publique ou pour la diffamation, qui sont également des délits de presse, comme circonstances aggravantes. Et la même formulation est également l'une des rares circonstances aggravantes de portée générale inscrites dans le Code pénal, qui aggrave les sanctions pénales à l'encontre des personnes qui ont commis toute forme de crime ou de délit. Ce motif est utilisé évidemment et continue de l'être et est probablement le motif privilégié par rapport à l'objet de votre commission. Et enfin, en 1986, là aussi, reflet des événements frappant la société française, en 1986, le législateur ajoute la possibilité de dissoudre les associations ou groupements qui se livrent sur le territoire français ou à partir de ce territoire à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger. Donc c'est vraiment le terrorisme spécifiquement, même si dans les années précédentes, alors que cette disposition n'existait pas, d'autres fondements ont pu servir à la dissolution de groupements dont le caractère terroriste des activités ne faisait pas de doute, mais qui également pouvaient présenter l'apparence ou la caractéristique d'un groupe de combat. Je pense par exemple à Action Directe, qui était dissous sur le fondement du groupe de combat ou des milices privées, avant même le vote de la disposition permettant de dissoudre spécifiquement pour une provocation aux actes de terrorisme. Et ce régime juridique n'a plus évolué ensuite. Il n'y a pas eu de nouvel ajout depuis 1986. Et on voit bien que les différentes étapes historiques, avec un rajout à la file de motifs nouveaux, ont visé à prendre en compte de nouveaux faits politiques et sociétaux qui présentaient les mêmes risques pour les institutions et leur stabilité. Motif d'ailleurs protégé des institutions que la Cour européenne des droits de l'homme reconnaît comme légitime pour apporter à la liberté d'association des limitations pouvant aller jusqu'à la dissolution. À la fois la Convention européenne des droits de l'homme dans son écriture et la Cour dans sa jurisprudence reconnaît la possibilité de dissoudre une association pourvu que ce soit établi par la loi, ce qui est le cas ici, que le but soit légitime et que ce soit proportionné aux agissements de la dite association, du dit groupement, ceci étant évidemment à l'appréciation des juges nationaux. Maintenant, prenons cet objet du L212-1 du Code de la sécurité intérieure. On a bien vu que ces trois premiers items, qui sont ceux qui sont le plus susceptibles d'être mobilisés pour répondre à des faits de violence, particulièrement sur la voie publique, et d'appel à organiser des actions violentes menaçant à la fois la société et la stabilité des institutions, leur rédaction est quand même un peu ancienne, un peu je ne peux pas dire obsolète, puisqu'on l'a utilisé encore récemment et qu'on peut continuer d'utiliser et qu'on continuera d'utiliser, mais la formulation même utilisée par la loi est un peu datée. S'agissant particulièrement du premier item, provocation à des manifestations armées dans la rue, il faut bien que la jurisprudence soit assez, ou en tout cas ait été à certains moments assez bienveillante ou accommodante par rapport à l'acception même qu'il est possible de donner de ces termes, mais il faut démontrer la provocation, les manifestations armées et la rue, ce qui n'est pas complètement évident. Alors quand je dis que la jurisprudence a fait preuve parfois de bienveillance ou était relativement accommodante, c'est que chacun de ces termes a pu être apprécié dans les circonstances de l'espèce et s'appliquer à des situations qui, spontanément, pouvaient en tout cas susciter quelques interrogations. Les conditions juridiques sont réunies, mais on voit bien que la seule énonciation des motifs fait qu'on retrouve certains de ces motifs dans ces différents régimes juridiques et qu'on peut donc parfois les cumuler. Dissolution de l'association gestionnaire. Voilà, j'espère avoir répondu à vos interrogations sur ce régime juridique-là. Et voilà, je conclue sur ce point en vous disant qu'effectivement, il y a eu, tout au long de l'histoire et encore récemment en dernier lieu en 2013, la dissolution d'associations que l'on peut politiquement classer en tout cas à l'extrême droite, même si vous avez bien compris que ça n'est pas un motif juridique pour nous et que nous ne nous fondons pas évidemment là-dessus. Et là, je fais allusion à la dissolution des associations. Jeunesse communiste révolutionnaire, ça c'était plutôt après 68. Là, c'est Jeunesse nationaliste révolutionnaire, les JNR. Troisième voie,
envie de rêver, là d'ailleurs cette dissolution a été annulée par le Conseil d'État, on pourra revenir éventuellement sur les raisons pour lesquelles c'était le cas, l'œuvre française et les jeunesses nationalistes. C'est des dissolutions qui datent du 12 et du 25 juillet 2013, qui font là aussi suite à des manifestations d'affrontements violents entre groupes extrêmes et marqués évidemment par la mort de Clément Méric. C'est dans ce contexte-là que ces dissolutions avaient été prononcées. Vous avez été assez complet et clair en plus, donc je vous remercie. Vous pointez deux choses qui, voilà, il y a des choses qui peuvent nous permettre après d'avoir nous des préconisations et d'avancer dans nos réflexions, notamment sur l'imputabilité qui doit être au collectif. Et c'est vrai que beaucoup de gens qui se font prendre dans des actions violentes et qui appartiennent à ces groupuscules, on leur dit tu agis, tu diras que tu agis en ton nom propre, voilà, qu'il n'y a que toi, voilà. Il y a ça et au niveau de l'usurpation de la fonction régalienne de l'État, parce que c'est des choses qui risquent d'être amenées à se reproduire, puisqu'ils ont en ligne de mire nos institutions, et pour eux, la faillite de l'État. Je pense évidemment dans les Alpes, mais on verra, parce que je crois qu'il y a une instruction en cours, donc on verra ce que ça donne. Et je sais que près du Havre aussi, des douaniers ont porté plainte parce que des gens avaient usurpé leur fonction en allant aussi chercher des migrants. Voilà, donc on suivra ça avec attention. Monsieur Joannico ? Oui, merci Madame la Présidente. Ce sera une question extrêmement brève puisque l'exposé du directeur a été extrêmement complet. Je pense qu'il va nourrir d'ailleurs beaucoup d'autres réflexions de la commission d'enquête dans les prochaines semaines, puisque un certain nombre de questions, mais aussi de suggestions d'amélioration sur le plan de l'arsenal juridique ont été faites devant nous. Je voulais lui poser une question très simple par rapport à l'annonce du président de la République hier soir au dîner du CRIF concernant l'annonce de la dissolution de 3 groupuscules d'extrême droite, à savoir Bastion Social. C'est un groupuscule qu'on a eu l'occasion déjà d'évoquer ici à de nombreuses reprises, malheureusement, pour ses agissements dans un certain nombre de nos villes. Le groupuscule Blood and Honor Hexagone et le groupuscule Combat 18. Ma question est la suivante. Est-ce que les dossiers d'instruction, de dissolution de ces groupuscules-là étaient engagés depuis un certain temps et qu'ils étaient arrivés à maturité, qui fait que le président a pu annoncer, je dirais hier, une accélération de la décision administrative, ou voilà. Comment vous avez travaillé sur ces sujets-là, sachant que pour Bastion Social, c'est une création en 2017, mais on sait que c'est la continuation quand même d'autres groupuscules qui avaient été dissous par ailleurs auparavant, comme le GUD, hein, qui est très connu. Mais pour les 2 autres groupuscules, Blood and Honor Hexagone, qui est un groupuscule néo-nazi, sa création date de 1987, donc ça remonte assez loin, et Combat 18 à 1991. Voilà, donc est-ce qu'ils étaient dans vos radars depuis longtemps, et comment du coup ces procédures administratives de dissolution ont abouti à une annonce hier du président de la République, et est-ce que vous avez d'autres cibles, parce que nous on a quelques noms à vous suggérer aussi pour la suite. Tout à fait, on peut vous donner une petite liste. Monsieur Wasserman ? Merci beaucoup, Madame la Présidente. J'aurais 3 questions rapides. D'abord, merci beaucoup pour cet exposé très, très clair. Vous avez indiqué qu'il n'y avait pas de nouveau fondement depuis 1986. Il y a quand même un fait majeur depuis 1986, c'est les réseaux sociaux. Vous avez expliqué qu'on peut parler d'association de faits. Aujourd'hui, les réseaux sociaux peuvent constituer des associations de faits, tout aussi claires que des réunions clandestines ou des réunions physiques. Est-ce que ce phénomène est pleinement intégré ou pas? Est-ce que vous avez des exemples, par exemple, d'organisations de faits qui auraient été qualifiées comme telles, avec des appels à, je sais pas, on entend plein d'appels à l'insurrection, etc. On en voit tout le temps sur les réseaux sociaux. Est-ce que cette notion d'organisation de faits résiste, enfin s'adapte, enfin peut-être dans votre radar avec les réseaux sociaux ou pas? Donc si vous pouviez nous commenter ça. Deuxième point sur le bastion social, moi je suis très, très content. J'ai cru comprendre d'ailleurs que le président de la République n'a pas annoncé en tant que tel la dissolution, mais a demandé au ministre de l'Intérieur d'initier cette démarche. Je
crois qu'il y a un point juridique sur ça, mais si vous pouvez nous préciser le processus. Et je partage tout à fait ce que tu exprimais tout à l'heure sur les durées. Moi, j'ai été confronté, comme beaucoup d'autres, sur le sujet du bâtiment social, et le préfet était un peu démuni face à pas retrouver l'insalubrité du local. C'était un peu compliqué pour lui de trouver des éléments pour aller plus loin. Donc, si vous pouvez nous préciser ça. Et puis peut-être tout dernier point, je ne suis pas très au clair, peut-être vous pouvez m'éclairer. Une fois qu'on a dissous quelque chose, les gens ils ne deviennent pas des 12 agneaux, et j'imagine qu'ils continuent sous une autre forme leurs activités. Est-ce qu'il y a beaucoup de cas de reconstitution de ligue dissoute, si on peut dire? Et est-ce que dans ce cas-là, l'arsenal juridique tape fort? Parce qu'évidemment, repeindre les mêmes avec une autre couleur pour faire la même chose, c'est à mon sens beaucoup plus grave encore que la première décision de dissolution. Est-ce que dans les faits, ces situations de droit ont été sanctionnées pour ces reconstitutions pour contourner la loi? Merci beaucoup. S'agissant des améliorations qu'il serait possible d'apporter à l'arsenal législatif, je ne pense pas, et ça répond également à une question de M. Wasserman, je crois, je ne crois pas que ce soit l'article L220 du Code de la sécurité intérieure sur les dissolutions qui doivent être modifiés pour tenir compte de ça. Parce qu'effectivement, nous pouvons parfaitement utiliser l'existence de sites Internet, voire même de publications sur des réseaux sociaux, l'existence d'un compte Twitter, Facebook ou autre, pour caractériser l'existence d'un groupement de faits. Ça n'a pas encore été fait ou encore même jugé, mais comme tout élément peut être pris en compte pour caractériser l'existence d'un groupement de faits, il y a quelques décennies, au début de la mise en œuvre de ces dispositions, ça pouvait être peut-être par des publications, par voie de presse, des tracts. Il y a des jurisprudences sur la diffusion de tracts, par exemple. Aujourd'hui, bien évidemment, la révolution technologique fait qu'on peut bien sûr se fonder également sur ces éléments-là. D'ailleurs, la loi de 1881, elle le prend en compte explicitement, mais nous, comme ça n'intervient que pour établir l'existence d'un groupement de faits, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de le prévoir explicitement par la loi. Et après, s'agissant de toutes les améliorations pour contrecarrer les difficultés liées à ce qu'est Internet, à son caractère extrêmement décentralisé, sans organisation centrale, qui fait que c'est difficile à saisir juridiquement et pratiquement. Oui, je pense que toutes les initiatives seront bonnes. Alors, ce n'est pas directement de notre compétence, mais il y a certainement des améliorations à apporter. Mais ça n'est pas évident, parce qu'on est toujours dans le domaine de la liberté d'expression. La liberté d'expression sur Internet est également une composante de cette liberté d'expression, et que toute restriction doit être soigneusement pesée pour ne pas encourir un risque d'inconstitutionnalité ou d'inconventionnalité. Sur le temps moyen d'une procédure de dissolution, par rapport à des agissements connus du grand public, rapportés par la presse, effectivement, ce temps peut paraître très long. Mais vous avez bien compris qu'il nous faut, alors parfois à la fois caractériser l'existence d'un groupement de faits et être capable d'apporter les qualifications correspondant à l'un ou plusieurs des motifs du L212-1. Ce qui peut prendre un peu de temps, ce qui repose d'abord sur un travail de renseignement, qui souvent est un travail de longue haleine. Les services de renseignement rassemblent des éléments, nous les soumettent, parfois nous leur disons c'est pas suffisant, on ne pense pas pouvoir qualifier, creuser, chercher d'autres éléments, éventuellement on leur indique quelques pistes, quelques directions dans lesquelles chercher. Tout cela prend du temps, et ensuite, entre le moment où on peut être saisi de notes de renseignement et puis la décision finale, il y a toutes les étapes hiérarchiques que j'évoquais qui sont parfaitement légitimes. Il y a surtout aussi une procédure contradictoire avec alors, le président, le responsable de l'association, quand il y a une personne morale, c'est plus simple, ou ce qui est le responsable de fait d'un groupement de faits. Cette procédure contradictoire, elle est obligatoire sur le fondement des dispositions générales du Code des relations entre le public et l'administration. Antérieurement, c'était le décret du 28 novembre 83. Et d'ailleurs, comme je le rappelais tout à l'heure, ça a été l'un des motifs des rares annulations de décisions de dissolution que de n'avoir pas fait cette procédure contradictoire. C'est ce qui fait aussi, et j'espère que vous le comprendrez, que je ne peux pas beaucoup m'étendre sur les déclarations faites hier par le président de la République, puisque la procédure contradictoire à l'encontre de ces trois, et même plus s'agissant du bâtiment social, puisqu'il y a plusieurs personnes morales, n'ont pas encore été engagées. Mais évidemment, nous y avons travaillé, nous y travaillons. C'est la raison pour laquelle le président de la République les a évoquées. Mais la décision n'est pas prise, elle ne le sera qu'après que la procédure contradictoire aura eu lieu
et que donc les responsables, soit d'associations de personnes morales, soit de groupements de faits, auront été mis à même, qu'elles le fassent ou pas, de présenter leurs observations, écrites ou orales. Ce sont les termes du CRPA. Vous m'interrogez sur les cas de reconstitution de lits dissoutes. Alors, c'est une terminologie familière, mais effectivement, on a bien une incrimination spécifique au 435.1, je crois, qui pénalise théoriquement assez lourdement le fait de reconstituer une association ou un groupement dissous sur le fondement du L212-1. À ma connaissance, mais il s'agit de procédures judiciaires, puisqu'on est en pénal, il y a assez peu de procédures pour reconstitution de lits dissoutes. Ça demande un travail de suivi très attentif, alors qui peut être initié en renseignement administratif, mais qui, pour déboucher sur une procédure judiciaire, doit nécessairement à un moment faire l'objet d'une enquête judiciaire, qu'elle se déroule en préliminaire ou qu'elle fasse l'objet d'une information judiciaire. La dernière, à ma connaissance, fait suite justement aux dissolutions de 2013 que nous évoquions tout à l'heure, concernant 2 individus pour lesquels une information a été ouverte, un jugement a été rendu. Il ne m'appartient pas de porter, moi, un jugement sur les peines prononcées, mais elles sont, je crois, de 80 et de 50 jours amende, quand la peine encourue est de plusieurs années d'emprisonnement et de plus, je crois, 45 000 € d'amende, voire plus. Mais c'est à l'appréciation du juge judiciaire, bien évidemment. Mais pour pouvoir initier de telles procédures judiciaires, je pense qu'il y a un travail d'enquête un peu lourd à conduire et un suivi, en tout cas, méticuleux à faire des individus eux-mêmes, sachant qu'on voit bien je ne sais pas s'il est très facile de le faire, mais on peut imaginer des façons de maquiller cette reconstitution. Les groupements, les associations qui sont dissoutes, leurs responsables sont aussi capables que vous et moi de lire la loi et d'essayer d'échapper à la sanction. Il y avait une question sur la fermeture des écoles hors contrat. Non, c'est effectivement un régime juridique totalement distinct. Maintenant, si il s'agissait d'une association dont les agissements pouvaient par ailleurs être qualifiés sur l'un des fondements du L212-1, je ne vois pas a priori de motif qui empêcherait de mobiliser cette procédure. Mais s'agissant de la fermeture même de l'école, là, c'est une procédure qui est prévue par le Code de l'éducation et qui relève des services du ministre de l'Éducation nationale, mais ça n'interdirait pas par ailleurs de dissoudre l'association gestionnaire si elle existe. Alors, Monsieur Wasserman. Oui, merci beaucoup. Simplement pour rebondir et pour bien comprendre. Il y a dans 2 points que j'ai soulevés, un droit qui semble correct, mais qui n'est pas utilisé. Et pour moi, on est au cœur d'un sujet qui pose problématique dans notre législateur, peut-être de contrôle du gouvernement aussi. Si le texte, par exemple, sur Internet, j'étais au cimetière de Quatsenheim hier, France 3 a arrêté son Facebook Live tellement il y avait d'insultes, de Heil Hitler, d'insultes racistes, de sales juifs sur sa page en direct. Quand vous allez voir les commentaires, vous trouvez des pages Facebook qui s'auto-alimentent, avec des gens qui s'auto-alimentent sur des propos qui relèvent complètement de la loi. Est-ce que ça, c'est pas une organisation de fait dès lors que pendant des mois, ces gens créent un groupement? Et vous voyez, ma question, elle est je comprends bien que le point peut être invoqué pour incriminer un groupement de fait, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, si la loi n'est pas utilisée, quand elle n'est pas utilisée, est-ce qu'elle n'est pas assez opérationnelle ou est-ce que simplement, vous voyez, on ne s'appuie pas sur le sujet? Pareil pour les ligues dissoutes. Encore une fois, c'est le terme trivial, mais vous me dites tout l'arsenal existe, mais dans les faits, il est peu invoqué. Donc voilà, c'est un peu cette situation qui pour moi est complexe dans tous ces sujets qu'on manipule. C'est le droit peut être, j'ai envie de dire, bien construit, mais s'il n'est pas utilisé, c'est pas forcément qu'un problème de mise en œuvre, c'est peut-être aussi un problème d'opérationnalité de ce droit. Donc je ne sais pas, je pose la question très ouvertement. Oui, les auteurs de profanation de cimetières à caractère raciste encourent aujourd'hui des peines inférieures, moins graves qu'auparavant. C'est un effet inattendu de la loi Égalité et Citoyenneté de 2017,
Je voudrais quand même signaler que des fois, ça marche, hein, l'interdiction des sites Internet ou des chaînes YouTube. Là, on a un groupe sectaire et qui chante des chansons d'extrême droite qui a fait un petit communiqué pour s'indigner de la fermeture de leur chaîne YouTube, ce qui est une excellente chose, parce qu'il y avait des chansons où on les voyait faire les brigands, où il laissaient les nazis, etc. Voilà, donc c'est compliqué. Alors bien évidemment, il y a d'autres biais, il y a d'autres sites ou des plateformes où les gens peuvent continuer quand même à aller voir leur propagande. Mais je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là et améliorer ce qui peut l'être, en nous servant notamment des récents rapports qui ont été produits, qui peuvent être intéressants. Peut-être juste un mot, Madame la Présidente, si vous le permettez. Je n'ai pas du tout évoqué, parce que ce n'est pas mon domaine de compétence naturelle, les dispositifs judiciaires. Je pense que c'est à ça que vous faites allusion. En réalité, oui, il existe pour le coup un dispositif assez efficace, mais qui devrait être mobilisé très fréquemment pour l'être complètement. Mais le foisonnement d'Internet fait que, évidemment, ça n'est pas totalement possible. Mais il existe un dispositif judiciaire qui, lui, permet d'interdire, de bloquer, etc. Moi, je n'évoquais que le blocage administratif, qui, lui, n'est permis que pour les actes de terrorisme et que pour la pédopornographie, qui se fait sans l'intervention d'un juge. Et là, on voit bien que le fait de ne pas avoir d'intervention de juge judiciaire a priori, mais un contrôle a posteriori sur requête de la personnalité qualifiée auprès du tribunal administratif n'offre pas tout à fait la même nature de garantie. Et c'est pour ça que ça ne peut que rester limité. Alors peut-être peut-on l'étendre à quelques autres champs, mais je ne pense pas que l'on puisse imaginer un système de blocage administratif généralisé qui serait une forme moderne de censure, finalement. Tout à fait, je vous remercie. Une dernière question ? Non ? Écoutez, je vous remercie à tous pour votre présence et pour la qualité des débats aujourd'hui. Merci.